Oui, bonsoir, cher frère Clara. Bonsoir le conquérant, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va excellemment bien. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Alors, je voudrais intervenir aujourd'hui sur deux sujets. Le premier sujet concerne le dossier malien et le deuxième sujet concerne la mobilisation des militants RLDP. Alors, concernant le dossier malien, on aura tout de suite compris que tout ce qui a été dit depuis le début de cette affaire par la junte malienne, aujourd'hui, les uns et les autres peuvent constater très facilement que la junte aujourd'hui se comporte même comme des preneurs d'otages. Le mécanisme de ceux qui prennent les gens en otage, il est connu. La plupart du temps, ils demandent des choses. Ils demandent des choses et parfois, pour montrer leur bonne foi, ils essaient de poser un premier acte et ils attendent de voir en retour si la partie adverse va honorer ses engagements. Mais tout ceci, à l'analyse, ça sent vraiment un chantage, ça sent vraiment une demande de rançon. Tout ce qui tourne autour de ce problème aujourd'hui, c'est connu. C'est la rançon en demande. Parce qu'effectivement, parmi ce qu'ils réclament comme rançon, ils cherchent, ils veulent de l'argent. Ils demandent encore d'annuler la dette d'électricité qui s'élève à 80 milliards de francs CFA. Mais vous-même essayez de voir. Les Ivoiriens, déjà au plan local ici, ils se plaignent qu'ils payent l'électricité chère. Et ce que les gens ne savent pas, lorsque vous exportez votre produit, vous le vendez à coût réduit comparativement au prix au plan local. Vous allez prendre les produits pétroliers que nous exportons au Mali, l'électricité. Les coûts ne sont pas les mêmes qu'ici. Le Mali, il prend l'électricité à coût réduit avec la Côte d'Ivoire et une fois arrivés sur le territoire malien, ils vont taxer l'électricité, ils vont revendre aux Maliens, ils gagnent en taxes, ils prennent moins cher avec nous, ils gagnent en taxes pour approvisionner les caisses de l'État. C'est pareil pour les produits pétroliers. Vous allez prendre l'essence et puis le gasoil, c'est pareil. Ils prennent à coût réduit ici, arrivés là-bas, ils taxent. Donc lorsqu'ils vendent, ils récoltent les taxes, ils alimentent les caisses de l'État. Cet argent-là, ils profitent de ça, déjà. Et les Ivoiriens ici, qui payent correctement, eux, ils ne comprendront pas. Aujourd'hui, qu'on dise oui, il faut annuler la dette de 80 millions, mais c'est quelque chose d'inédit. 80 milliards de dettes qu'on demande d'annuler. Derrière ça, ils réclament beaucoup d'argent encore quelque part. La réalité de tout ce qui est en train de se passer, comme les gens veulent que le problème se résolve diplomatiquement, sans crise, sans tension, vous allez vous rendre compte clairement que quelque part, il y a beaucoup de non-dits là-bas derrière ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de non-dits. Mais vraiment, c'est malsain. C'est malsain. Après avoir traité les gens de mercenaires, des faiseurs de coups d'État, aujourd'hui, on renverse la veste pour réclamer de l'argent. Donc les uns et les autres peuvent comprendre. Et ce sont des gens comme ça que les opposants ivoiriens étaient en train de suivre. Donc vous imaginez. Comme je l'ai déjà dit,
Au cours de ces discussions, vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas dire publiquement, mais la réalité, telle que les choses tournent, moi, je ne trouve pas que c'est vraiment intéressant. Je ne trouve pas que c'est intéressant. Aujourd'hui, après avoir raconté tout ce qu'on voulait, maintenant ils sont en train de réclamer de l'argent, ils veulent reconnaissance, mais je ne sais pas. Ceux qui ont dit ici que le Mali pouvait vivre sans les autres, je ne sais pas, mais ils demandent quelle reconnaissance. À partir du moment où vous avez fait un coup d'État, vous dites que vous vous suffisez, que vous n'avez pas affaire à quelqu'un. Vous avez chassé les Français. Vous avez même eu des histoires avec l'ONU, le G5 Sahel, la CEDEAO, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire. Mais si à partir du moment où vous pensez que vous êtes suffisamment fort, mais vous voulez quelle reconnaissance encore? Il n'y a pas de reconnaissance. Vous-même octroyez-vous la reconnaissance et avancez, on verra. Pourquoi encore venir demander qu'on allume une dette d'électricité, ou bien qu'on donne de l'argent, ou bien qu'on reconnaisse? Pourquoi demander tout ça? S'ils sont suffisamment forts, ils peuvent continuer, mais je ne sais pas. Mais bon, les diplomates, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, mais vraiment, moi je l'ai dit, le Mali, il est mal parti. Et ce que je voudrais dire aux gens, c'est vraiment de comprendre que voilà des individus maléfiques que les opposants ivoiriens voulaient soutenir, ou bien même ils sont en train de soutenir rien que pour détruire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire telle qu'elle est, elle est très bien avancée. On n'a pas besoin de s'allier au diable ou bien de chercher encore à nuire à ce beau pays. Non. C'est en cela que je voudrais renchérir sur le deuxième point pour demander la mobilisation totale de tous les militants. Nous l'avons toujours dit ici. Malgré tout ce qui est en train de se passer, le pouvoir, pour l'obtenir, il faut d'abord compter sur ses propres forces, c'est-à-dire la base, les militants. Quoi qu'on dise, si les militants sont avec toi, vraiment, tu n'auras jamais la honte. On a vu en Turquie, où Erdogan, il y avait des velléités de déstabilisation et de coup d'État. La population et les militants se sont levés comme un seul homme pour barrer la route aux putschistes. Et on a vu le résultat que ça a donné. Donc, dans un premier temps, il est important que le RHDP mobilise. Il faut mobiliser sur l'ensemble du territoire. Il faut donner le pouvoir aux militants. Il faut sécuriser le pouvoir d'État à travers les militants. Il faut renforcer la dynamique militante. Il faut jour et nuit parcourir campements, villages et hameaux pour expliquer la vision du chef de l'État et préparer les militants à faire barrage aux déstabilisateurs et aux ennemis de la République. Surtout, ce travail de fond doit se faire à Abidjan, dans toutes les communes. Ce travail de fond doit se faire absolument à Abidjan, dans toutes les communes. Il doit également se faire à l'intérieur. J'ai insisté sur Abidjan parce que les enjeux sont de taille. Aujourd'hui, avec tout le travail que nous voyons, si par malheur, je ne le souhaite pas, des gens venaient à perturber le cours des choses ou à perturber le travail qui est en train de se faire, il est très clair que la Côte d'Ivoire risque encore d'avoir des problèmes. Pour éviter cela, il faut former les militants à faire barrage aux déstabilisateurs. C'est très important. Tout ce qui existe comme projet politique, je le dis, pour sa réussite, il faut toujours compter sur les militants de base. Donc, à partir du moment où nous, notre souhait, c'est de pérenniser le pouvoir d'État ou conserver le pouvoir d'État sur le long terme, il est important
vraiment de toujours avoir recours aux militants pour mieux préparer l'avenir. Parce que malgré tout ce qui se dit, malgré tout ce qui se fera, même si on fait descendre tout l'or du monde sur les terres ivoiriennes, ces opposants maléfiques que nous connaissons, ils trouveront toujours de quoi à redire et ils auront toujours des idées noires, lugubres, néfastes pour essayer de concocter des plans diaboliques contre le pays. Ça, il faut que cela soit suffisamment clair dans les esprits des gens. Mais qui peut freiner ces ardeurs maléfiques des opposants? Ce sont les militants à la base. Donc il est important d'avoir recours aux militants. Il est important de former les militants. Il est important de toujours rester proche des militants. Donc aujourd'hui, nous devons être unanimes sur le fait qu'il faut aller vers la base pour redonner le pouvoir aux militants. C'est très important. Donc voilà les deux sujets que je voulais aborder aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci beaucoup le conquérant. Je crois que vous avez été on ne peut plus clair. Et c'est ce que je disais à l'entame de l'émission. Qu'on le veuille ou pas, le RHDP en 2025 sera confronté à la horde d'opposants maléfiques pour essayer de défendre son destin. Et ils vont le faire politiquement en faisant des alliances contre nature, mais aussi ils vont le faire, ils vont rééditer les mêmes exploits malsains du CNT en 2020. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas improviser. Le RHDP n'aura pas le temps d'improviser s'il ne se donne pas à l'instant même les moyens de pouvoir contrecarrer. Parce que trop d'Ivoiriens ont perdu la vie. Quand j'imagine ces Ivoiriens qui n'ont rien à voir avec la politique, mais parce qu'il doit y avoir élection, on met leur vie sur la balance. C'est-à-dire qu'il y a élection en Côte d'Ivoire, là, c'est pas sûr que toi tu sois vivant si tu es en Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas gérer un pays dans ce contexte. Ceux qui veulent faire de la politique, qui ont leurs ambitions, qu'ils soient capables de faire de la politique pour convaincre. Parce que Alassane Ouattara, quoi qu'on dise, c'est son programme qui a convaincu. À la fin de la journée, nous-mêmes qui suivons Alassane Ouattara, on ne dit pas que c'est parce qu'il est du Nord, ou bien c'est parce qu'il est musulman, ou bien sa femme est juive, ou bien... Non, 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 ça ne nous intéresse pas du tout. C'est la capacité d'apporter un bien-être aux Ivoiriens, là. C'est ça qu'on aime en Alassane Ouattara. Le respect que la présidente d'Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire a donné aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous recherchons. Mais est-ce que les autres peuvent en dire autant? Les autres, c'est-à-dire le FPI, le PDCI, sont dans du tribalisme de très bas étage. Ah non, la Côte d'Ivoire, normalement, c'est les Akans qui doivent commander les autres. Chez les Gors, eux disent non, non, non. Parce que, tu sais, le mécanisme de l'acquisition du pouvoir, dans la mosaïque des peuples ivoiriens, on peut l'expliquer. Je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Par exemple, en société crew, par exemple, c'est le plus fort qui prend le pouvoir. Je suis en train de globaliser, sinon on aurait pu spécifier. Mais quand tu pars, par exemple, chez les Akans, c'est différent. Quand tu pars, par exemple, chez les peuples du Nord, c'est différent. Comment trouver un modèle sur lequel tout le monde puisse s'accorder, au-delà même de la démocratie que les Occidentaux veulent imposer? Voilà le problème fondamental de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous verrez des gens qui ont les capacités, des gens qui ont les potentialités comme Alassane Ouattara, mais vous allez voir les Ivoiriens les rejeter. Oui, mais c'est aussi dû à un formatage culturel. Quand on prend un peuple où c'est le plus violent qui doit s'imposer, lui, tu ne peux pas convaincre cette personne-là de suivre quelqu'un qui est intelligent et qui peut apporter un résultat. Non, non, ce n'est pas dans son champ de pensée. Quand tu prends quelqu'un, par exemple, qui dit non, chez nous, c'est seulement la famille, c'est la lignée du sang qui doit être au commandement. Par exemple, quand vous prenez par exemple les Akans, eux sont beaucoup liés au sang, au droit du sang, ou du lien à travers le sang. Et eux, selon leur modèle,
c'est ce modèle qu'il faut suivre. La famille royale, le sang bleu, l'enfant de ma petite sœur, c'est-à-dire mon neveu. Voilà un peu comment eux fonctionnent. Par contre, quand tu vas chez les peuples du Nord, j'ai dit que je globalise, sinon on aurait pu spécifier, tu retrouves que eux, il y a deux manières d'acquérir le pouvoir chez les peuples du Nord. Quand je dis les peuples du Nord, c'est beaucoup. Mais j'essaie de globaliser. Par exemple, il y a la forme violente. Quelqu'un qui s'accapare du pouvoir. Et par exemple, si je prends la société malinké, quelqu'un qui prend, comme les Assimila, on les appelle fagamans. Ça veut dire celui qui a la force. Et il y a les Massa, comme Sundiata Keita, que vous avez pris le nom. Et donc c'est très clair. Par exemple, il y a des rois qui ont pris le pouvoir par la force. Et on ne les appelle pas des Mansa. Parce que la manière par laquelle ils ont pris le pouvoir. Donc si je résume simplement, vous verrez que dans une telle société, les gens ont une certaine manière d'appréhender le pouvoir en fonction du contexte. Comment faire pour que toutes ces cultures-là puissent harmoniser un point de vue et puis maintenant avoir une ligne que tout le monde va respecter et accepter? Voilà le véritable problème de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous verrez par exemple les partisans de Laurent Gbagbo, quand vous allez aller dans le terrain de la logique pour leur dire, mais est-ce que Laurent Gbagbo a travaillé? Ils vont dire non. Est-ce que Laurent Gbagbo a apporté un positif à la Côte d'Ivoire? Ils vont dire non. Est-ce que là où on parle là, qu'est-ce qu'il peut apporter demain? Ils vont dire, ah, nous on sait qu'il ne peut rien apporter, mais on est derrière lui quand même. Mais cette personne-là, est-ce qu'elle fonctionne dans la logique? Non. Non. Elle fonctionne dans un schéma qui est que chez lui, eux le voient comme un dieu et il faut qu'ils puissent imposer leur dieu aux autres. Quand tu vas chez les Akans, eux disent que non, Bédié lui dans sa tête, lui et les Baoulés sont la famille royale. À travers le fouet, eux, ils ont donc le droit d'être toujours à la tête de la Côte d'Ivoire, sans conteste. Comment faire comprendre à un Baoulé qu'au-delà des contingences ethniques, comment faire comprendre à un Akan qui n'est pas le plus important de la Côte d'Ivoire et qui n'ont pas ce droit-là de façon héréditaire et que ce qui peut arranger tout le monde, c'est de regarder des dirigeants qui ont les capacités de faire évoluer le pays dans un sens où tout le monde se retrouve. C'est ça la vraie problématique. Par contre, quand tu prends par exemple les peuples du Nord, les gens les avaient pris pour des idiots. On dit ah non, eux là, ils suivent tout le monde. Ce n'est pas parce qu'ils suivent tout le monde. Je vous ai déjà expliqué. Allez voir l'histoire de Soumanguru Kanté. Et allez voir l'histoire de Sundiata Keita. Soumanguru Kanté a été considéré comme un fagaman parce que dans la gestion de son pouvoir, il imposait la loi. Et donc les gens ont fini par se dire, celui-là n'est plus un Mansa. Et donc, je résume très... Mais par contre, quand tu prends Sundiata par exemple, Sundiata n'est pas devenu roi parce qu'il s'est proclamé roi. D'abord, Sundiata est allé... Ils sont allés le chercher chez lui, chez le roi Moussa Tunkara. Ils lui ont dit, on a besoin de toi pour venir faire un combat, pour libérer le mandé du joug de Soumanguru Kanté. Et après cela, après la bataille de Kirina, qui a eu lieu en 1235, un an après, ils vont venir faire la grande fête pour mettre les lois en place. Mais avant que les festivités ne débutent, Sundiata Keita a retourné le respect que les gens lui ont donné. Il a dit, vous êtes allés me prendre pour venir faire un combat, le combat est fini, je vous retourne le pouvoir. Et c'est dans cette façon-là donc que les gens lui ont dit, bon, quand tu as honoré tout le monde et que ta position fait le consensus, on te nomme donc comme le roi du Mandé. Et donc, dans la tête des hommes du Nord, on ne regarde que celui qui peut apporter le respect. On ne regarde que celui qui peut apporter la stabilité. On ne regarde que celui qui peut apporter la garantie de ne pas menacer leur futur. Parce qu'eux, ils connaissent la guerre comme ils connaissent la paix. Et donc, vous allez voir que la partie des mandés, que ce soit les mandés du nord ou les mandés du nord et les mandés de l'autre côté, c'est le même schéma. Et vous allez voir qu'aux indépendances, ils vont soutenir Oufoué de façon aveugle.
jusqu'à ce que la réalité vienne leur montrer que vous devez vous arrêter. Le soutien que les gens du Nord apportaient à Bédié, ce n'était pas à cause de Bédié lui-même, c'était à cause de l'aura de Félix Houphouët-Boigny. C'est pourquoi quand vous allez à Korogo, vous allez trouver le vieux Gon qui va sceller des pactes avec Félix Houphouët-Boigny. Et c'est très important parce que l'homme du Nord ne voit pas l'individu lui-même, mais regarde à travers l'individu ce que l'individu peut apporter à la société. Et pendant très longtemps, aussi longtemps qu'Oufou était un dirigeant qui apportait la paix, qui apportait la stabilité et qui apportait l'unité du peuple ivoirien, vous allez voir que les hommes du Nord se sont dit, c'est le bon dirigeant, il n'y a pas à discuter dessus. Comment il s'appelle? Sékou Sanogo, tu peux attendre. Et quand Alassane, Bédié a pris le pouvoir, les gens se sont dit, s'il est véritablement de l'école de Félix Houphouët-Boigny, il ne pourra pas suivre notre trajectoire que de suivre cette voie-là. Mais à partir du moment où un individu vous montre qu'il n'est pas la bonne personne à la bonne place, vous n'avez pas d'autre choix. Et donc c'est ça le problème ivoirien. Sinon, il est simple mais en même temps complexe. Comment convaincre les Ivoiriens, les nouvelles générations, à ne pas se laisser embobiner dans le message ethno-tribal qui va faire embourber la Côte d'Ivoire à chaque moment. C'est un message qui arrange bien l'opposition, mais ce n'est pas un message qui peut permettre à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. C'est ce que j'allais ajouter. Vraiment, merci beaucoup pour cet ajout. Merci aussi à vous. Et vraiment, vos interventions sont toujours très appréciées. Merci infiniment et vous passez une excellente soirée. Excellente soirée également. Je vous en prie.